Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va cette fois-ci discuter de 5 techniques pour se protéger de soi-même. Parce que comme le dit une de mes plus grosses influences sur les finances personnelles, j'ai nommé Dave Ramsey, nous sommes tous très mauvais sur les finances personnelles. That's stupid! Et notamment, en fait, les finances personnelles se résument globalement à 80% de comportement et seulement 20% de connaissances. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de choses sur les finances personnelles si tu as beaucoup de bons comportements. Et dans la plupart des cas, les gens ont juste des mauvais comportements et quand on commence à corriger ces comportements-là, tout de suite les finances personnelles s'améliorent. Le problème avec les comportements, les mauvaises habitudes, tout ça, c'est que c'est très difficile à corriger et des fois, il faut se forcer un petit peu ou du moins il faut se coincer soi-même pour se protéger de soi-même justement et éviter de faire des mauvaises décisions et donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Alors la première technique à mettre en place, c'est de regrouper ses obligations, tous ces prélèvements automatiques, toutes les choses qu'on a à payer de façon obligatoire tous les mois en début de mois. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai mis en place cette année, que j'ai mis en place en début d'année et que du coup j'ai tenu sur toute l'année, qui est une technique qui est très très efficace parce que historiquement avant j'avais mes dépenses des obligations qui étaient réparties sur tout le mois. J'avais par exemple donc le loyer en début de mois comme tout le monde, en général le loyer c'est généralement en début de mois, mais j'avais l'eau et l'électricité qui arrivait vers le 10, le téléphone qui arrivait au 17, j'avais un de mes prêts qui arrivait au 24, et du coup, mes obligations, mes dépenses forcées, elles étaient réparties sur l'intégralité du mois. Le problème, c'est que du coup, j'avais pas forcément de la visibilité sur exactement où ce que j'en étais, parce que j'avais pas forcément en tête toutes les dates précises auxquelles c'était tombé, j'avais pas forcément contrôlé, est-ce que le téléphone il est bien tombé le 17, ou est-ce que le 17 ça tombait un dimanche, et que du coup le téléphone tombe le 18, ainsi de suite, ainsi de suite, bon, voilà, c'était pas optimisé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous mes fournisseurs un par un et je leur ai dit bonjour, maintenant je voudrais être prélevé au 5 du mois. Moi je suis payé le 4, et ben je voudrais être prélevé au 5 du mois. Et en faisant ça, ça fait que j'étais payé le 4, le 5, j'avais toutes mes dépenses forcées qui tombaient, et le 6, du coup, je savais exactement combien il me restait pour le mois. Je savais exactement, du coup, combien j'avais pour mes dépenses personnelles, pour faire mon budget, donc du coup, c'était le moment où moi je faisais mon budget. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas faire le budget, que c'est pas forcément un truc qui attire les gens, tout le monde trouve ça chiant, tout ça et tout, mais moi, du coup, c'était le bon moment pour faire mon budget, parce que du coup, j'avais gagné en visibilité, puisque toutes mes dépenses forcées, y compris certaines dépenses qui étaient un petit peu variables, qui changeaient de quelques euros, tout ça, tous les mois, étaient passées. Et je voyais aussi combien du coup je pouvais investir, tout ça, ok? Donc ça m'a vraiment permis de gagner en clarté. Si t'aimes pas faire ton budget, si t'es pas quelqu'un qui aime suivre les chiffres tous les mois ou que ça angoisse de faire le budget, il y a des gens que ça angoisse de faire le budget, et ben le fait de rassembler tous tes prélèvements forcés en début de mois, juste après le moment où t'es payé, ça te permet vraiment de faire ça de façon un petit peu par défaut et de te retrouver avec exactement ce qui te reste pour le mois et d'avoir vraiment de la lisibilité sur ton mois à venir, sur combien est-ce que tu as vraiment d'argent disponible. Donc ça c'était pour la première technique. La deuxième technique, ça va être de se payer en premier au début du mois, donc juste après ces prélèvements-là, de faire ses investissements. Donc quand on commence à investir, on a tous une mauvaise tendance, c'est d'investir à la fin du mois avec l'argent qui reste à la fin du mois. Et ça c'est une mauvaise chose. Une des choses les plus importantes dans les finances personnelles, c'est de te payer en premier et de mettre tes priorités en ordre. Une de tes priorités, ça doit être d'investir, parce que faire travailler ton argent pour toi et du coup avoir plus d'argent grâce à l'argent qui travaille, c'est une bonne chose. Donc du coup, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est une fois que tous tes prélèvements sont passés, il faut que tu fasses tes investissements à ce moment-là, et moi je te conseille de les automatiser aussi, donc de faire des virements automatiques vers tes investissements. Si tu as décidé, par exemple, je donne des chiffres au hasard, mais si tu as par exemple décidé de mettre 100 € sur ton PER et 100 € sur ton PEA tous les mois, il faudrait que ces virements-là soient automatisés, donc que tu dises à ta banque, que tu fasses un virement permanent auprès de ta banque, vers ton PER et vers ton PEA, tous les mois, et que là tu fasses tomber pareil en début de mois, donc autour du 7-8 peut-être, parce que du coup comme ça tu es sûr d'être payé, tu es sûr que toutes tes dépenses forcées sont passées, tout ça et tout, et donc du coup, de faire tes virements à ce moment-là, et de les faire de façon automatique, que ce soit pas variable, que tu te dises pas non, ce mois-ci je sais pas, peut-être que je vais dépenser l'argent là-dedans ou je vais dépenser l'argent là-dedans. Plutôt que d'avoir ce genre de réflexion là, vu que l'argent va partir de façon automatique, c'est pareil, tu vas pas avoir le choix et du coup ça va t'éviter d'avoir ce côté variable. Parce qu'une des notions très très importantes en investissement, c'est l'investissement programmé. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. En fait, c'est le fait d'investir tout le temps, de façon continue, tout le temps, genre sur toute la période de ta vie, d'investir en continu. C'est pas une bonne chose d'investir de l'argent d'un coup, de pas investir d'argent pendant un moment et ensuite de réinvestir d'un coup, d'accord? C'est beaucoup plus intéressant d'investir des petites sommes en permanence, parce que du coup, une des conséquences de ça, c'est que ça va te permettre d'investir constamment, y compris que le marché soit très haut ou que le marché soit très bas, d'accord? Peu importe les variations, peu importe la volatilité, tu vas être toujours en train d'investir. Et le fait que tu sois toujours en train d'investir, que du coup, ça veut dire que si le marché il est très haut en janvier, qu'il est très bas en février, qu'il est normal en mars, qu'il est de nouveau haut en avril, et ainsi de suite, tu vas investir tous les mois,
sans regard pour la situation financière, d'accord? Et au final, tu vas créer une moyenne de tes investissements qui va être beaucoup plus stable que quelqu'un qui aurait par exemple mis beaucoup d'argent en janvier et puis qui après aurait mis beaucoup d'argent en juin et du coup, il aurait mis beaucoup d'argent en janvier au moment où le marché était haut, mais il aurait mis beaucoup d'argent en juin là où le marché était bas. Et en fait, peut-être que du coup, la moyenne n'est pas si bonne que ça pour lui. Là où pour toi, vu que tu investirais en continu, et la moyenne serait bien meilleure, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. Je ferai une vidéo complète dessus, mais c'est une technique d'investissement qui dit que voilà, il vaut mieux investir des petites sommes en continu plutôt que des grosses sommes d'un coup de façon sporadique. Okay, et en fait, le fait de mettre ces virements automatiques de ton compte vers tes investissements, donc PEA, PER, compte titre, crypto, peu importe ce dans quoi tu investis, mais du coup, ça va te permettre justement d'investir de façon plus intelligente et, là encore une fois, de te protéger de toi-même et de te protéger de comportements pareils où tu vas te dire « Ah non, mais attends, je vais attendre que le marché il baisse un petit peu, tout ça et tout », et puis en fait, le marché il baisse jamais. Il y a qu'à voir en ce moment, là, il y a plein de gens qui disent « Ah mais le marché va baisser, et en fait, le marché ne baisse jamais, et du coup, ces gens-là, ils perdent du temps pour investir, ils auraient déjà pu gagner de l'argent s'ils avaient investi précédemment, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième technique, se payer en premier, donc faire ses virements vers ses investissements tout de suite, en début de mois, après les dépenses forcées. La troisième technique pour se protéger de soi-même, c'est d'avoir ses fonds de sécurité en place. Le fonds de sécurité, c'est, tu vas me dire, oui, c'est pas vraiment une technique, mais si, c'est une technique, parce qu'en fait, le fonds de sécurité, c'est quelque chose qui va te protéger, toi et tes investissements, d'accord? Ça va te protéger, toi, si jamais t'as pas d'investissement, donc ça va t'éviter de rentrer dans le mur, tout simplement. Si, on imagine, ta voiture casse, ça va t'éviter de te retrouver directement dans le rouge, parce que du coup, tu n'auras pas l'argent de côté pour régler ce problème de voiture, d'accord? Donc ça va te protéger à ce moment-là, ça va t'éviter à toi de taper dans le mur. Et si jamais tu as des investissements, ça va t'éviter de taper dans tes investissements, d'accord? Parce que si on prend le cas de quelqu'un qui a, pareil, sa voiture qui casse, qui n'a pas de ses fonds de sécurité, et qui a, par exemple, on va dire, je sais pas, 5 000 € d'investis en bourse, okay, pour donner un exemple, cette personne-là, pour payer sa voiture, plutôt que de se mettre largement à découvert, en général, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller récupérer de l'argent dans ses investissements, ce qui est le comportement normal et ce qu'on comprend tous, ok? Le problème avec ça, c'est que ça va la forcer à vendre ses actions à un moment où elle n'a pas envie de vendre ses actions. Et à un moment qui est peut-être pas forcément opportun de vendre ses actions, d'accord? Quand on regarde les courbes, par exemple, de la bourse en 2020, si jamais ta voiture tombe en panne en mars 2020, en même temps que le marché est en train de s'effondrer, et que tu vends tes actions à ce moment-là parce que tu dois absolument récupérer l'argent parce que tu as besoin de ta voiture, à ce moment-là, tu fais une très très mauvaise opération. Pareil, une des règles en investissement, c'est de ne jamais se retrouver dans une situation où tu es forcé à vendre tes investissements contre ton gré, d'accord? Si tu voulais garder ton investissement, il faut garder ton investissement. Il faut rester le plus longtemps possible investi sur le marché, c'est quelque chose de très important. Et du coup, le fait d'avoir tes fonds de sécurité, c'est ce qui va te protéger dans ces cas-là. Parce que du coup, au lieu de taper dans tes investissements, tu vas aller taper dans ton fonds de sécurité. Pareil, si jamais tu n'as pas d'investissement, plutôt que d'aller taper dans le mur, tu vas aller taper dans ton fonds de sécurité. Donc du coup, tu vas pouvoir prendre soin donc, de ta voiture, réparer ta voiture, régler le problème que tu as eu à ce moment-là, et puis après, sur plusieurs mois, tu vas pouvoir reconstituer ton fonds de sécurité petit à petit, ou même d'un coup si jamais tu as l'argent qui est disponible. Mais du coup, globalement, le fait d'avoir des fonds de sécurité, ça va te protéger de toi-même, ça va te protéger de toi-même, mais aussi du coup des événements extérieurs. Donc les fonds de sécurité, c'est la troisième chose, c'est très important, il faut avoir ces fonds de sécurité en place. Donc ça, c'était pour la troisième chose. La quatrième chose, c'est d'investir quand on est débutant dans l'investissement, c'est d'investir dans des placements qui sont bloqués. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand on est débutant dans l'investissement, on a en général des mauvais comportements. Ça veut dire qu'on a tendance à paniquer de façon forte. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu cette année, par exemple. J'ai des gens autour de moi qui avaient investi par exemple sur le marché des crypto-monnaies. Et au moment où les crypto-monnaies ont baissé fort, parce qu'elles ont baissé fort pendant toute une période de l'année, ils ont vendu leurs crypto-monnaies. Alors qu'ils les avaient achetées très haut, ils les ont revendues très bas. Alors ils ont perdu de l'argent, pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'ils ont paniqué relativement rapidement, mais ils ont quand même perdu un petit peu d'argent. Et ça, c'est quand même quelque chose de dommage, parce qu'au final, s'ils avaient gardé cet investissement-là, aujourd'hui les crypto-monnaies sont remontées à des niveaux qui sont bien plus hauts que ce qu'elles étaient au moment où ils avaient acheté, et du coup ils auraient pu gagner potentiellement beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, mes proches qui, eux, avaient gardé l'argent investi, qui était vraiment resté dans le marché pendant toute la durée, aujourd'hui ils font des plus-values à plus 100 ou plus 200% sur l'année. Donc c'est quand même, voilà, c'est pour te donner un peu un ordre d'idée, c'est une mauvaise chose que de paniquer quand on est sur le marché, mais ça c'est un comportement d'investisseur débutant, c'est quelqu'un qui débute dans l'investissement, qui voit d'un coup son argent fondre comme neige au soleil, et du coup il y a un moment de panique, ce qui est tout à fait normal, et qui du coup, mauvais réflexe d'investisseur, il vend alors qu'il ne devrait pas vendre. Bon, si ton argent il est bloqué, en fait tu vas pas avoir le choix que de laisser durer l'action et de voir ce qui se passe vraiment, d'accord? Tu vas te dire, oula, oui, bon, là c'est pas très joli, mais en même temps je peux rien faire, mon argent il est bloqué,
c'est la vie. Et donc du coup, tu vas voir petit à petit l'argent baisser, et puis après tu vas le voir remonter, et puis ce cycle-là va se répéter à intervalles fréquents, parce que du coup la volatilité, que ce soit sur les marchés boursiers ou encore plus sur les marchés crypto, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait sain, de tout à fait fréquent, et ça fait complètement partie du marché. Que le marché fluctue à la hausse ou à la baisse, c'est tout à fait normal. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, surtout quand on est un investisseur débutant, parce qu'on est plus habitué par exemple à des investissements dans l'immobilier. Et l'investissement dans l'immobilier, même si ton immobilier fluctue, tu le vois pas. C'est pas affiché sur un écran d'ordinateur tous les jours ou sur ton téléphone. Hein, peut-être que ta maison aujourd'hui, elle vaut 5 000 € de moins qu'hier, mais fondamentalement tu le vois pas, parce que le seul moment où tu évalues vraiment ton bien immobilier, c'est au moment de la revente. Donc on voit pas la fluctuation au quotidien sur ce type de placement-là. Là où sur la bourse et sur les cryptos, tu le vois en continu. Et en fait, le fait que ton argent soit bloqué et que tu vois en plus ces mouvements, ça va te permettre de t'habituer au fait que, ah bah oui, effectivement, ça baisse pendant un moment, et puis après ça remonte, et puis après ça rebaisse, et puis après ça remonte, et puis après ça rebaisse, et puis après ça remonte. Mais que quand tu regardes quand même sur la totalité du temps, ce que tu constates, c'est que généralement ça monte. Si on regarde les bourses du monde, historiquement, elles montent. Il n'y a quasiment aucune bourse qui vraiment a chuté et n'est jamais remontée. Hein, on peut prendre un seul exemple d'une bourse qui s'est vraiment crashée et qui n'a jamais réussi à revenir à ses niveaux précédents. Aujourd'hui, c'est le Nikkei, donc la bourse japonaise, qui a eu un très très gros crash immobilier dans les années 90 et qui s'en est pas encore remis à date. Donc ça commence à faire 30 ans, ça commence à faire un petit moment. Mais si on prend par exemple le marché français avec le CAC 40, le CAC 40 a eu un très mauvais crash au début des années 2000, mais il est enfin repassé sur son niveau historique, et surtout le CAC 40 ne prend pas en compte les dividendes, et si on prend les dividendes, en fait, si on rajoute les dividendes, depuis les années 2000, le CAC 40 a plus que doublé de valeur. Donc du coup, voilà, la bourse, historiquement, ça monte, mais effectivement, il y a des mouvements de fluctuation, et il faut s'habituer à ces mouvements de fluctuation-là, et le fait d'investir dans des placements qui sont bloqués, donc quand je dis placement bloqué, je parle PER, PEA, le PEA c'est bloqué pendant 5 ans, le PER c'est bloqué pendant 8 ans, assurance vie, c'est pareil, c'est bloqué pendant longtemps, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu bloques ton argent, pareil, l'immobilier, mine de rien, ton argent il est bloqué. Ton argent il est pas liquide avec l'immobilier, tu peux pas, c'est pas souvent que tu changes de maison comme ça, juste pour le fun. Bon, bah en fait, le fait de bloquer ton argent, ça va te permettre de t'habituer justement à ces mouvements de marché, au fait que ça fluctue, et au fait que sur la durée, ton argent continue à monter. Okay, donc voilà, quatrième technique pour se protéger de soi-même, investir au début, surtout quand on est investisseur débutant, investir en priorité dans des placements qui sont bloqués. Et enfin, la cinquième technique pour se protéger de soi-même, et là ça a rapport plus à la dépense de l'argent, aux achats, et ça c'est une technique que moi j'ai vraiment mis en place cette année, pareil, qui m'a beaucoup aidé dans mon approche un peu plus minimaliste de la vie, c'est de se donner 7 jours de réflexion pour tous les achats qui ne sont pas du besoin. Donc quand on parle pas d'acheter de la nourriture ou des choses qui sont vraiment essentielles, il faut se donner 7 jours de réflexion avant de faire la dépense. Un bon exemple pour ça, par exemple pour moi, c'est que récemment j'avais une folle envie d'une tablette Kindle pour lire mes bouquins, parce que je lis énormément. C'était une grosse année lecture pour moi, et j'ai une wishlist de livres, là encore, j'ai encore 15 bouquins à lire avant la fin de l'année, là, qui ont tous l'air plus géniaux les uns que les autres, et que du coup j'ai vraiment très envie de lire, et du coup j'avais vraiment envie de me payer cette tablette-là, parce que quand tu lis le soir ou dans des environnements à faible luminosité, tout ça c'est meilleur pour tes yeux, bon bref, passons. Mais j'avais vraiment envie de m'en acheter une, et en même temps, c'était vraiment un achat envie plus qu'un achat besoin. J'aurais pu le rationaliser en me disant non, mais j'en ai vraiment besoin parce que les livres, c'est des bouquins business, tout ça et tout, mais la vérité, c'est que c'était un achat envie. Et du coup, je me suis donné un petit peu de temps de réflexion, je me suis dit, je pourrais me l'acheter, j'ai l'argent pour l'acheter, fondamentalement, je pourrais le budgéter pour le mois prochain ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment un problème, mais je vais quand même me donner un petit peu de temps de réflexion. Ok ? Et puis, du coup, j'ai laissé passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis bon, au bout du 3e jour, j'ai commencé à lire mes bouquins directement sur mon PC, puis bon, en fait, j'ai fini un bouquin en 4 jours, je me suis dit, bon, en fait, c'était pas si pire que ça. Et du coup, en fait, je me suis vraiment rendu compte, au bout de cette semaine-là, au bout de 7 jours, que j'avais pas vraiment besoin de cette Kindle, que c'était vraiment un achat envie. En plus, l'envie m'était passée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très documenté, en fait, les actes d'achat, en fait. Le plaisir de l'acte d'achat, il est pas au moment d'acheter, en fait. Si on regarde la courbe de la concentration en dopamine dans le cerveau lors d'un acte d'achat, en fait, on voit que toute la dopamine est concentrée pendant la phase de décision, en fait. C'est l'anticipation d'avoir l'objet, de dépenser l'argent, d'avoir l'objet dans ses mains quand on est en train de le regarder dans les rayons, tout ça et tout. C'est ça qui nous procure du plaisir, en fait, c'est pas l'acte d'achat en lui-même. Et donc du coup, en fait, quand tu arrives à te détacher de ce moment-là où il y a la dopamine dans ton cerveau, tu arrives à te détacher de l'impulsion d'acheter, et donc du coup, en fait, en te donnant du temps, en te donnant systématiquement 7 jours pour tous tes achats d'envie, ça va te permettre de laisser retomber un petit peu l'euphorie de l'achat, et de vraiment pouvoir considérer est-ce que oui ou non tu as vraiment besoin de cet achat. Et en fait, moi, la conclusion, c'est que j'avais pas vraiment besoin de cette tablette-là, que j'avais déjà la chance d'avoir
un très bon PC portable qui fonctionne très très bien, que je peux prendre avec moi dans le lit si j'ai envie de lire, tout ça et tout. C'est vraiment pas le problème, je peux aussi lire sur mes grands écrans derrière et tout. Franchement, j'avais déjà des manières de lire les bouquins. Cet achat de tablette, c'était vraiment un achat d'envie et c'était un achat qui était vraiment superflu et du coup, je l'ai pas fait. Et du coup, là, en me donnant ces 7 jours de réflexion, je me suis vraiment, encore une fois, je me suis protégé de moi-même parce que si j'avais pas fait ça, je l'aurais dépensé tout de suite, j'aurais claqué peut-être 70, 80 euros dans une tablette où j'avais pas forcément vraiment besoin de le faire. Et en fait, du coup, ça, c'est un exemple parfait de pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'attendre avant de faire ses achats et de se donner un petit peu de temps de réflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, la chose la plus importante à retenir dans cette vidéo-là, c'est qu'il faut vraiment il faut bien comprendre que l'argent, c'est avant tout une question de comportement et c'est pas une question de connaissance. Tu peux avoir très peu de connaissances en argent et avoir des très bons comportements et tu t'en sortiras très très bien. Il y a des gens qui connaissent rien en argent, qui savent pas très bien l'investir, qui ont aucune idée de comment la bourse fonctionne, tout ça et tout, mais ces gens-là, ils ont des bons comportements, ils mettent de l'argent de côté en continu, ils l'investissent sur les conseils de personnes qui sont plus intelligentes qu'eux ou qui s'y connaissent mieux qu'eux, ils laissent soin aux autres de gérer les choses qu'eux ils savent pas gérer, ils ont juste des bons comportements dans l'ensemble, et ces gens-là, c'est les gens qui s'en sortent bien, d'accord? Et donc, du coup, la leçon la plus importante à retenir dans cette vidéo, c'est que l'argent, c'est avant tout une question de comportement et c'est pas forcément une question de connaissance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense à laisser un like, pense à t'abonner, merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, ça aide vraiment et la chaîne continue à grossir et c'est vraiment absolument génial. Donc merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao.